Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Il y a des âmes qui traversent la vie avec une force tranquille, comme si chaque épreuve, chaque silence, chaque cicatrice venait nourrir quelque chose de plus grand. Mon invité du jour fait partie de ces âmes-là, une présence douce, lumineuse, un peu insaisissable, à la fois fragile et incroyablement résiliente. Née dans une famille équilibrée, entourée d'amour et de stabilité, elle a grandi loin des projecteurs, dans la campagne du Sud-Ouest. Rien ne l'a prédestinée vraiment à la mode, ni au théâtre. Et pourtant, la vie, comme souvent, avait ses propres plans. Très jeune, la maladie s'est invitée dans son histoire, des années d'incertitude, d'hôpitaux, de traitements, d'erreurs médicales et une lutte silencieuse contre un corps qu'elle devait réapprendre à aimer. Mais au lieu de s'éteindre, mon invité du jour s'est éveillé. De cette traversée est née une compréhension rare du corps et de l'esprit, une ouverture à la spiritualité et une vision du monde où chaque épreuve devient un enseignement. Peu à peu, elle a fait de sa fragilité une force. Le mannequinat est devenu son langage, la comédie, son souffle, et la guérison, sa mission intime. Entre les shootings, les plateaux, les voyages, elle continue d'explorer ce lien invisible entre beauté et vérité. Apparence et profondeur, regard extérieur et équilibre intérieur. Dans un milieu souvent dicté par l'image, mon invité du jour incarne la nuance, celle d'une femme qui refuse les étiquettes, qui cherche avant tout à être alignée, entière, vraie. Aujourd'hui, elle nous parle d'amour, de foi, de résilience, mais aussi de cette envie de transmettre à ceux qui doutent que la lumière finit toujours par revenir, même quand tout semble s'effondrer. Jade Pasquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous entre deux shootings, entre deux rendez-vous. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? Ça a été une année assez compliquée émotionnellement, où je me suis beaucoup cherchée, beaucoup d'introspection. Malgré le fait de toucher à beaucoup de choses, on a toujours parfois du mal à pouvoir suivre le cours, surtout quand au niveau sociétal il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, je commence à faire mon petit chemin et je considère que cette année 2025, en fait, c'est vraiment une renaissance en soi. Parle-nous de ton enfance. Ta famille était liée au milieu artistique? Pas du tout. Du tout. Seulement, ils ont touché un peu à la musique, mais vraiment pas quelque chose dans lequel j'ai baigné. Donc ça a été une surprise de tomber dans ce monde-là. Quel genre d'enfance tu as eu? Est-ce que tu avais des rêves? J'ai jamais eu vraiment de rêve. Je considère qu'en fait, tout ce qui est les idéaux vont souvent nous enfermer, là où la vibration et l'amour va nous ouvrir plus de portes. Donc je me laisse en fait couler au rythme de la vie et c'est là où il y a des opportunités qui tombent et que ça nous permet de guider nos choix. Et dans ton enfance, est-ce que il y avait un chemin prévu pour toi? Est-ce qu'on envisageait des études ou quel genre de vie on avait prévu pour toi? Alors, j'ai pas eu une enfance facile dans le sens niveau santé. J'ai eu une super famille, j'ai été vraiment dans un milieu harmonieux, avec de l'amour, de la bienveillance. Mais voilà, j'ai souvent été attaquée au niveau pulmonaire. J'ai fait beaucoup de sport et j'ai été d'ailleurs formée pour intégrer l'équipe de France en natation. Et j'avais justement fait trop de natation et le chlore m'a du coup abîmé la voie pulmonaire. Et donc j'ai dû mettre ça de côté et malheureusement ça a créé un terrain qui fait qu'à l'âge de 17 ans j'ai été gravement malade, toujours pathologie pulmonaire. J'ai fait une pleuropneumonie avec récidive de pleurésie derrière. Suite, malheureusement, il y a eu aggravation à cause d'une erreur médicale. Ils ont cru que je faisais une péricardite, donc on est vraiment sur le fascia du cœur. Ça n'a rien à voir avec les poumons et à cause de ça, en fait, j'aurais pu y passer parce que l'infection s'est vraiment propagée et le traitement antibiotique ne fonctionnait pas. Et en fait, du coup, je me suis vraiment construite, même si voilà, j'ai été très bien entourée. Je pense que quand on est malade aussi jeune, on prend conscience avec du recul de la fragilité de la vie,
de la notion en fait du temps qui passe, la valeur du temps et l'importance en fait de la construction des liens aux autres. C'est vraiment ce qui m'a sauvée. La première fois qu'on a diagnostiqué une maladie chez toi, tu étais enfant, toute jeune ? Oui, ça a commencé assez jeune. Même avant 10 ans, j'avais déjà pas mal de problématiques. Et ensuite, ça a continué. Il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Au niveau pulmonaire, je ne sais pas, ça a été vraiment compliqué. Et en fait, la médecine classique, quelque part, ne m'a pas aidée, dans le sens où les traitements continuaient quelque part à réveiller une inflammation. Et ce qui aussi explique la suite de mon parcours sur le pourquoi je me suis tournée vers la médecine alternative. À quel moment tu as guéri ? À quel moment tu t'es considérée comme complètement guérie ? Sauvée d'affaires, j'ai envie de dire. Malheureusement, je ne le suis toujours pas, dans le sens où je me suis fait encore un petit coup pulmonaire en début d'année. J'ai eu le droit à la coqueluche avec une fracture de côte. Donc c'est vraiment ma petite faiblesse. Donc dans le sens où à chaque fois qu'émotionnellement ça ne va pas, je sais que j'ai le terrain pulmonaire qui va être touché. Parce que tu nageais beaucoup ? Parce que tu t'es entraînée beaucoup ? C'est le chlore, oui, qui a vraiment affecté la sphère pulmonaire et qui a irrité. Et en fait, trop de sport lors de la compétition, ça parfois retourne les choses. Même si du coup, derrière, ça m'a appris beaucoup de valeurs, parce que justement, faire beaucoup de sport via la compétition quand on est enfant, ça nous forme terriblement. Ça permet vraiment d'avoir la notion du respect des autres. Du travail, de la discipline. Voilà, exactement, la persévérance. Et aussi, en fait, apprendre à gagner avec humilité. Enfin, pas gagner, réussir avec humilité. Et aussi, lorsqu'on n'est pas content de son résultat, à ne pas se dévaloriser et à toujours savoir rebondir. Donc, c'est vraiment le sport et la compétition. En fait, là où le sport va venir en fait, forger notre corps, la compétition, elle vient forger le caractère. Évidemment, lorsqu'on est enfant, qu'on est... malade, qu'on est entre des hôpitaux, des erreurs médicales, la notion de peur existe. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de la peur de mourir ? Alors, c'est quelque chose avec lequel j'ai dû travailler en effet, parce qu'on prend justement conscience que la vie, elle peut s'arrêter à tout moment, et quand ça nous touche à un aussi jeune âge, ça change un peu notre façon de voir le monde. En fait, le prisme a vraiment une incidence totalement différente, mais à la fois, ça renforce. C'est le combat d'une vie et en fait, c'est ce qui fait que moi, je me suis beaucoup raccrochée aux autres. C'est là où j'ai puisé ma force. Donc, j'ai beaucoup développé ce qui est de l'ordre de l'intelligence émotionnelle. Et c'est vraiment ce qui me construit aujourd'hui et je me nourris pleinement de ça. Tu es très belle quand tu arrives dans un endroit où on ne voit que toi. Tu es grande, tu es longue. Et donc, tu as cette force féminine qui, d'après moi, paradoxalement, n'a pas dû toujours exister quand on est malade, fragile, surtout les poumons. Qu'en est-il de l'image que tu avais de toi ? Justement, je pense que j'étais pas alignée avec moi-même, j'étais pas incarnée, parce que ces épreuves-là font qu'on se met un peu de côté. Et non, du coup, j'ai pas pris conscience en fait de qui j'étais. Et souvent, je me suis posé la question de pourquoi j'ai atterri dans le mannequinat, parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, bien que j'ai fait le choix par la suite de continuer vers cette voie. Mais je pense que le mannequinat est arrivé dans ma vie pour cette raison, pour pouvoir quelque part retrouver un lien, en fait, une cohérence corps, cœur et esprit. Alors justement, tu as fait des études, il me semble. Oui. Tu as passé ton bac. Exactement. Et rien ne te prédestinait à devenir l'artiste que tu es aujourd'hui. Parle-nous de cette rencontre hasardeuse qui t'a mené à ton premier casting. Et bien, du coup, j'étais montée sur Paris pour finir mon master en sciences de management à Nanterre. Et un soir, dans le métro, j'ai eu cette rencontre un peu inhabituelle qui m'a fait très peur d'ailleurs, parce qu'en fait, il me fixait. Il était plus de 22 heures. Et sur la ligne 15 et je me suis dit je vais avoir des problèmes, donc je me suis préparée pour sortir du métro dès que j'ai pu, sans montrer que j'allais sortir à cette station-là. Et là je sors de la station et je vois qu'il sort aussi d'un coup, donc je cours et il me court après sur le quai et j'étais vraiment pas bien et donc du coup il courait très vite, donc il m'a attrapé le bras, il m'a dit c'est pas ce que tu crois, t'inquiète pas. Et là il me sort sa carte de visite avec écrit Ford et là je me suis dit les voitures. Non mais sur le coup moi j'ai vu que c'était les voitures, donc il l'a mal pris, il me fait mais n'importe quoi, c'est une grosse agence de mannequins, il me dit il faut que tu viennes à l'agence, je suis sûre que tu es photogénique, tu vas commencer, tu vas avoir une belle carrière.
Et voilà comment ça a commencé. Incroyable. Et toi, tu n'avais aucun lien, aucune... rien, tu n'avais jamais pensé, parce que tu sais, devenir mannequin, modèle, c'est dans le milieu du casting ce qui est le plus recherché, ce qui fait le plus rêver. Et en général, on commence avec un petit casting modèle sur Internet pour une petite marque pas très connue. Mais là, c'est Ford. C'est-à-dire qu'il existe en France 4-5 grosses agences, parmi lesquelles Elite, enfin plein d'autres. Et Ford, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Comment ça s'est passé? Alors, tu as décroché le premier rendez-vous, tu t'es rendu, est-ce que tu t'es fait accompagner, tu as demandé autour de toi comment tu as organisé? J'ai été accompagnée de ma mère quand même, parce que c'est quelque chose qui... Tu avais quel âge? Mais du coup, j'ai commencé tardivement, j'avais 22-23. Ok. Et ils pensaient que j'en avais 16, ils ne croyaient pas à mon âge. Et donc du coup, on a vérifié tout ce qui était de l'ordre de la photogénie, de la cinégénie. Donc pour lui, c'était acté. Donc il m'a dit vraiment... C'est important ça pour les gens qui ne connaissent pas le milieu du mannequinat et qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la tienne. Parce que souvent, on pense qu'être mannequin, il faut juste être belle. Alors qu'il y a d'autres facteurs. Raconte-nous précisément ce dont tu viens de parler, la filmogénie. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, on a fait déjà un premier essai photo qui s'est très bien passé, mais au-delà de ça, quelque part, ça se travaille. Par la suite, dans les semaines, ils m'ont appris tout ce qui était de l'ordre des poses. J'ai dû revoir mon alimentation et aussi mon code vestimentaire. Ils nous mettent vraiment là-dedans. On nous apprend à marcher aussi pour défiler. Donc il y a vraiment toute une construction qui se fait derrière. On n'est pas mannequin comme ça, ça tombe pas du ciel. Il y a quand même un travail à faire derrière. Donc tu as été coachée. Exactement. Et tu as signé une exclusivité? À l'époque, oui, j'avais signé l'exclusivité. C'est-à-dire Ford est devenu Premium, qui est toujours une grosse agence. Et ensuite, après, j'ai changé d'agence au fur et à mesure, parce que quand on évolue, on a aussi ce besoin de changement parfois. Et donc, on t'a préparé au casting? Est-ce qu'on t'a expliqué comment ça se passe un casting pour un shooting photo? Et donne-nous justement les tips pour réussir ces castings. Concrètement, alors là, on est aussi sur une identité française, parce que le mannequinat en France, c'est pas la même chose que le mannequinat à l'étranger. J'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger, de connaître les autres facettes du mannequinat. Donc, spécifiquement par rapport à la France, le client a besoin qu'on arrive telle en fait une silhouette. Donc, il faut qu'au niveau de la façon dont on est habillé, ce soit vraiment le plus sobre possible. Donc, des couleurs qui vont être vraiment noir, gris, un bleu foncé. Voilà, c'est vraiment généralement ce qu'ils recherchent pour pouvoir se projeter au mieux. Et après, c'est vraiment une notion de confiance. Il faut arriver, il faut être sûr de soi, il faut être dans l'alignement, il faut être incarné. Et à partir de là, on voit si le profil correspond ou non. Mais après, il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que la beauté et ce qu'on dégage, c'est subjectif. Alors si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas pour nous cette fois-ci, qu'il y aura une autre opportunité par la suite. Tu parlais d'un changement d'alimentation. J'imagine que tu étais déjà très fine comme tu l'es aujourd'hui, non ? Alors, j'ai jamais été dans la famille, on est assez longiligne, donc on est assez chanceux par rapport à ça. Mais non, si on fait pas attention, enfin moi si je fais pas attention, ça peut. Quand on t'a dit qu'on t'imposait un régime alimentaire, c'est quoi? C'est par rapport au grain de peau, c'est un tout, en effet. Si trop de sucre, la peau paye derrière. Pareil au niveau de l'apport, au niveau des glucides, des protéines, des lipides, il faut vraiment que ce soit proportionnel. Et aussi en fonction de l'activité sportive qu'on fait derrière. Concernant la tenue vestimentaire, c'est-à-dire que on t'a demandé de changer, de modifier ton style. Totalement. Pour ressembler à qui, à quoi? En fait, justement, ne pas mettre en avant une identité. Être juste pas tel vraiment un mannequin qui se déplace, et on va pas mettre en axe sur la personnalité. Mais ça, c'est quand j'ai commencé il y a un bout de temps. Aujourd'hui, on met un petit peu plus l'accent là-dessus. On cherche quand même des personnes qui savent se faire une différence. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de donner des conseils par rapport à moi, la façon dont j'ai été formée et ce que la mode et le mannequinat est aujourd'hui. En 2025, on cherche un peu plus de singularité, c'est ça? Exactement. C'est vrai qu'on vient solliciter cette partie-là. Et aujourd'hui, l'exclusivité n'existe plus. Chose qui existait il y a quelques années. Exactement. Mais après, c'est le schéma français qui fait que l'exclusivité pose des problèmes, parce qu'il y a tellement en fait de compétition. Il y a beaucoup de femmes, que ce soit hommes ou femmes mannequins, qui fait que c'est pas évident de pouvoir en vivre en fait pleinement. Une seule agence ne suffit pas. Donc, on est amené à devoir en fait du coup essayer d'être dans plusieurs agences, les agences internationales aussi.
Quand tu commences chez Ford, est-ce que tu as trouvé ta place facilement ou tu avais ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous souvent, où on se dit mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Qu'en est-il pour toi? C'est ce qui s'est passé. Moi, je comprenais pas ce que je faisais là. Je suis vraiment une campagnarde dans l'âme. Et je me suis pris une claque. Je me suis pris des réflexions sur qui j'étais. Dans le sens où j'étais pas assez ouverte, pas assez confiance, pas assez, trop fermée, trop réservée. Et concrètement, on peut pas changer ça. Moi, je suis d'origine normande. Les Normands, on est des personnes on a besoin de temps pour pouvoir accorder une confiance. On analyse beaucoup. Et après, on est généreux dans l'âme. Mais là, concrètement, ce qu'on me demandait, c'était d'aller au-delà de qui je suis. En fait, on ne m'acceptait pas telle que j'étais. Et ça m'avait été reproché parce qu'on me comparait, par exemple, à des personnalités que sont les Brésiliennes ou les Russes, qui ne sont pas du tout dans le même fonctionnement que la Française. Et ça m'avait piqué parce que je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, je suis ici, mais je ne suis pas tant à ma place. Et en fait, on ne me prend pas pour qui je suis. À quel moment tu es devenue mannequin professionnel? C'est-à-dire que tu vivais de ton métier, tu es devenue une mannequin pleinement professionnelle. Et justement, de ce fait, comme je n'arrivais pas à pouvoir rentrer vraiment dans la cohérence de ce qu'ils attendaient, ils m'ont poussée à aller à l'étranger. Donc j'ai vécu 3 mois à Milan, 3 mois à Barcelone, 1 an à Londres, 3 mois à Sao Paulo. Je suis partie vivre aussi à Tel Aviv. J'ai eu pas mal d'expériences, donc ça m'a beaucoup nourrie. Toute seule? Toute seule, oui. C'est pas toujours très facile, mais c'était vraiment une belle expérience. Je le referai encore et encore. Et de ce fait, du coup, ça m'a permis de découvrir d'autres cultures, d'autres façons du fonctionnement de la mode selon chaque pays. Et en fait, le mannequinat a vraiment commencé à fonctionner pour moi lorsque j'ai lâché prise, quand j'ai commencé une formation justement pour devenir thérapeute dans les fascias. Et c'est là où j'ai été extrêmement demandée et j'ai dû essayer de concilier études et mannequinat. Et ça, c'était assez attendu. Qu'est-ce que c'est intéressant? C'est-à-dire qu'au moment où tu as connecté avec ta véritable nature, que tu t'es connecté avec le plaisir de ce qui te passionne pleinement, tu t'es réalisé, tu t'es épanoui. Exactement. Et cela a déteint sur toi. Et du coup, tu attires. C'est une question d'énergie. Qu'est-ce que c'est que le fascia? Alors, le fascia, donc, c'est le tissu conjonctif qu'on va retrouver donc, tout autour en fait, des organes, de toute la structure en fait, du corps, donc organes, muscles, nerfs, les os. Et en fait, ils vont participer à la transmission des forces et à la communication interne du corps. Et comment tu as eu envie de te former à ça? Qu'est-ce que c'était ton propre besoin? Alors, tout ce qui était d'ordre médical m'a toujours attirée du fait de l'enfance que j'ai eue. J'avais vraiment une connaissance sur tous les médicaments, surtout. Mais là où, par contre, j'avais trouvé les limites au niveau de la médecine classique. Et mon cursus en termes d'études n'allait pas dans le sens, justement, de tout ce qui était médical, parce qu'il fallait être très matheux, et j'étais pas matheuse. Et en fait, tout ce qui était médical est toujours resté. Et quand en fait j'ai fait la découverte du travail des fascias, je me suis dit c'est ce que je veux. C'est parce que j'ai toujours eu un lien avec les mains. Quand j'ai fait beaucoup d'équitation, j'ai fait plus de 20 ans d'équitation et j'avais toujours les mains sur les chevaux. Ostéopathe équin, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire à ce moment-là, mais j'avais mis de côté cette possibilité. Et en fait, du coup, je me suis reconnectée à travers cette formation parce que on est clairement dans une thérapie manuelle, dans le toucher, et qui du coup amène aussi le côté thérapeutique. C'est absolument fascinant de voir comment cet épanouissement personnel t'a amené au succès professionnel. Et puis ce désir de guérir l'autre à travers le toucher. Tu es donc thérapeute et tu es même comédienne. Tu as eu des expériences dans le théâtre. Tu représentes vraiment la femme 2025 qui peut être aussi bien mannequin mais spirituelle, thérapeute et avoir l'ambition de se lancer dans le casting comédie. Raconte-nous comment c'est venu à toi. Donc pour la partie théâtre, le mannequinat quelque part est venu me confronter sur le fait que ma confiance en moi n'était pas là, bien que j'en ai gagné au fur et à mesure. Le mannequinat, ça peut faire le contraire parce qu'on est sans arrêt un peu dans la compétition avec les autres malgré nous, toujours à se juger.
Et en fait, je voulais justement travailler toute la partie cinégénique parce qu'on m'a beaucoup poussée là-dedans. Et donc voilà, je me suis lancée dans 2 ans de théâtre pour pouvoir justement... Donc tu t'es formée. Bien sûr, je me suis formée. Tu as le goût du travail, hein. C'est-à-dire que tu n'hésites pas à te former à la thérapie, tu n'hésites pas à te former à la comédie. Tu as toujours besoin de ce crédit. Mais en fait, je fonctionne vraiment avec les vibrations de la vie. Et dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, en fait, j'y vais. Je suis très preneuse d'opportunités. Et bon, si la porte se claque, ok, c'est pas grave, j'aurais tenté. Mais je pars du principe qu'il faut avancer sans jamais n'avoir de regrets, en fait. Thierry Martineau nous racontait à ce micro que l'opportunisme était un talent incommensurable pour réussir dans sa carrière professionnelle, n'importe laquelle soit-elle. Exactement. Tu t'es donc formée pendant combien d'années ? Donc du coup, j'ai fait 2 ans de théâtre. Et concrètement, je me suis dit, quel dommage déjà qu'on n'ait pas ça dans le cursus scolaire, comme les Américains font. Parce qu'en fait, en termes de confiance, en termes de... Après, expression des émotions. Mais ça va beaucoup plus loin. Je considère que c'est un outil de travail qui permet en fait d'être dans l'alignement et dans la présence. Et ça, c'est la base. Et d'explorer les émotions. Pour pouvoir vivre et être aligné. Exactement. On est confronté à soi-même. On est dans la gestion du coup émotionnel. Mais au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on apprend au travers du jeu avec les autres. Et en fait, vraiment, moi, ça m'a appris qu'il faut être dans l'observation et dans l'attente de ce que l'autre va nous donner pour pouvoir en fait répondre en retour. On n'est pas dans la persévérance, enfin la performance, on est dans la présence. Et derrière, en fait, quand on est sur scène, que ce soit sur les planches de théâtre ou face à une caméra, être justement dans le fait de se nourrir de ce que l'autre, de notre partenaire de jeu va nous donner, de son émotion, de son énergie, derrière, on va pouvoir donner une réplique avec justesse. Et c'est ça qui est important. Et tu es arrivé à cumuler ta formation théâtrale avec ton métier de mannequin ? Parce qu'être mannequin, ça t'oblige à courir les castings. Oui. C'est pas évident tous les jours parce que ça fatigue beaucoup selon les jobs qu'on fait, parce que le mannequinat, c'est pas que juste les shootings, il y a aussi les fittings et ce sont des choses qui sont assez physiques parce qu'il faut rester debout toute la journée. Qu'est-ce que c'est les fittings ? Alors le fitting concrètement, c'est le moment où on est dans la production du vêtement. Et en fait, tout va être façonné sur nous et on va guider nos stylistes, nos modélistes, la direction artistique par rapport à notre ressenti. Et eux vont prendre toutes les mesures pour pouvoir faire en fait vraiment le vêtement ou la lingerie adéquate par rapport à la taille du coup référence que nous on met en avant. Le milieu du mannequinat et de la mode, on le sait, est un milieu très difficile, avec beaucoup de compétitions, tu en as parlé tout à l'heure. Puis ces dictats de l'image, c'est pas un milieu très gentil. Contrairement au milieu théâtral ou même du cinéma, qui est un milieu d'acceptation des émotions, de différence, on n'a pas besoin de répondre à des dictats de beauté. Dans quel univers tu es le plus à l'aise ? C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément une réponse, dans le sens où en fait, c'est une part de moi en fait, à chaque endroit. Je trouve c'est complémentaire. Je me retrouve à chaque fois et en fait, c'est partie de mon équilibre. Aujourd'hui, je ne me verrais pas être dans une seule voie. Je trouve que j'ai besoin de tout pour pouvoir vraiment me retrouver. Et tes expériences de théâtre, tu es allé les chercher ? Est-ce que tu as vu passer une annonce de casting ? Comment, pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient, comme toi, se lancer, comment tu as fait après cette formation pour décrocher tes premiers cachets ? Mais du coup, en fait, c'est vraiment, ça se passe dans la sphère, c'est vraiment un cercle fermé. Du coup, c'est beaucoup de contacts. Il faut aller chercher les contacts, il faut du coup expérimenter, notamment avec tout ce qui est... les étudiants sont toujours en recherche pour faire des courts-métrages et autres. Et il faut y aller, en fait, il faut vraiment proposer son profil. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment développer, en fait, les contacts. Je trouve que c'est pas si facile, via les plateformes, de pouvoir décrocher, justement, il faut rentrer dans le vif du sujet pour ce qui est de l'ordre en fait du cinéma et du théâtre. Dans le cinéma et dans le théâtre, d'après toi, est-ce que l'agent est indispensable, comme dans le mannequinat, où il est indispensable de faire partie de telle et telle agence ?
Alors oui et non. Quand on est bien représenté par son agent, bien sûr, ça aide. Mais à la fois, via justement les annonces de casting, il y a des opportunités qu'il faut aussi aller chercher. Et parfois, voilà, sur 10 annonces, on aura 9 non-réponses. Et il y en a une où du coup, il y aura au moins un contact. Même si du coup, il n'y a pas forcément de positif derrière en temps de validation de job, le contact est fait et ils vont nous dire, voilà, ça ne marche pas pour cette fois, mais je mets ton profil de côté pour une prochaine fois. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton quotidien? C'est le mannequinat? Professionnellement, c'est le mannequinat actuellement. C'est le côté thérapeute. Je sais que ça pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur si je le souhaitais, mais aujourd'hui, comme je suis vraiment sur une bonne vague artistique, je préfère mettre ça en avant. Et je sais qu'au fur et à mesure du temps, mon côté thérapeute prendra le dessus. Tu le fais d'une façon ponctuelle pour des amis ou alors on peut prendre rendez-vous avec toi? Exactement, on peut prendre rendez-vous. Je suis dans un institut et je fonctionne en fait de façon horaire, c'est-à-dire que j'ai juste à dire voilà, j'ai besoin de ce créneau-là et je peux du coup me permettre d'y aller et pouvoir ensuite du coup faire un soin. Ça paraît dingue qu'une mannequin mode d'une grande beauté ait cette capacité de rééquilibrer et de guérir. Et tu me disais tout à l'heure que c'est ce qui a vraiment du sens pour toi. C'est ce qui est le plus important, de trouver la paix et de transmettre cette paix. Je trouve qu'on met trop de côté le fait d'être vraiment en accord avec soi-même, que ce soit du coup le corps et l'esprit. Et les fascias, dans leur travail, en fait, vont vraiment mettre en lumière tout ça. Parce que par exemple, quand on travaille tout ce qui est d'ordre émotionnel, on est dans la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, ça vient toucher, impacter le physique. Si on ne règle pas ça, du coup, la problématique reviendra tout le temps. Donc c'est vraiment un travail que j'ai découvert au cours de ma formation et qui du coup me passionne totalement. La mémoire cellulaire, ça vient toucher les liens intergénérationnels, même les constellations familiales. Tu es en quête constante de connaissances. Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi ta carrière de mannequin sans conscientiser autant ta santé globale, corps, âme et esprit? Eh bien, justement, c'est une question qui m'est revenue à plusieurs reprises au cours de cette année. Et je pense qu'en fait, rien n'arrive par hasard. Et la façon dont je me suis construite et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir vraiment vivre du mannequinat ne serait pas arrivée si je n'étais pas passée par la case justement de prendre conscience de l'importance du lien entre corps et âme. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui était malade, à cette petite fille qui a même subi des erreurs médicales? De se laisser porter par la vie, que si les choses n'arrivent pas, c'est pour une raison, qu'il y a une notion de timing, une forme de destinée. Moi, je crois assez fort en ça. Même si on a une influence, on a notre propre libre arbitre aussi. Mais de se laisser vraiment dans la fluidité de la vie et les opportunités arrivent. Et en fait, surtout, de faire des choses qu'on aime, de ne pas être dans la contrainte. Même si, bien évidemment, on est dans une société, il y a des codes auxquels il faut quand même répondre. Mais ne pas se retourner le cerveau, à se poser 36 000 questions. Et c'est ce qui permet d'apporter justement la paix d'esprit. Raconte-moi 24 heures dans la vie de Jade Pasquier. Est-ce que tu as des routines? Oui. Je te pressens d'une discipline hors pair. Est-ce que je me trompe? Alors discipline oui, mais régularité c'est pas toujours facile parce que dans ces métiers-là, aucune journée ne se ressemble. Mais si je pourrais essayer de partir sur une journée type, concrètement, je vais avoir par exemple un fitting qui va durer toute la matinée. Ensuite, je vais recevoir un patient, donc pas mal d'allers-retours. Et je finirai ma journée par une bonne séance de crossfit. Ok, tu es très sportive alors. C'est important, vraiment pour... on a vraiment une conscientisation du corps quand on fait du sport. Et puis aussi, naturellement, quand on prend de l'âge, on prend du poids plus facilement. Donc en fait, le sport, quelque part, permet aussi de pouvoir garder une silhouette. Ça en fait partie. De toute façon, le mannequinat, on ne peut pas rester, on va dire, fin et tonique si on ne fait rien. Il y a quand même une assiduité à aller chercher là-dedans. On va parler casting. Raconte-moi l'anecdote de ton pire casting.
Alors, mon pire casting, ça vient taper dans l'humain. C'est concrètement pour les Fashion Week, chose que je ne fais pas parce que de toute façon, j'ai pas clairement le profil. On arrive, on attend des heures et des heures. Et au final, on est à la queue, hein, et on arrive devant le jury, ils sont 3-4. On pose notre book, ils ne nous regardent pas. Il n'y a pas un bonjour, il n'y a rien. Ils regardent 2-3 photos, ils continuent leur conversation. Ils sont convaincus d'ailleurs que tout le monde, la majorité était pas française, donc en fait eux parlent français entre eux en critiquant les filles. Il n'y avait pas beaucoup de françaises, mais moi je savais du coup ce qui était dit. J'ai fait mine de ne pas comprendre parce que j'étais choquée d'entendre tout ce qu'il en était. Et du coup, moi j'ai même pas un bonjour, j'ai rien. On tourne 3 pages et on me dit next. Et voilà, ça c'est... Là je me suis dit, il y a un profond manque d'humanité. En 2025, ça existe encore. Alors ça remonte. Mais ça remonte à 5-6 ans, mais je trouve que c'est encore trop proche. C'est pas possible, c'est pas normal en fait de considérer. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis ok, c'est pas pour moi, je lâche l'affaire? Oui, à plein de reprises, et à chaque fois que je me suis dit je pars de là, et il y a quelque chose qui m'a rappelé, qui m'a remis comme dedans. Si c'était ta route. Exactement. Comme si c'était ton destin. Exactement. Et ton plus beau casting? Mon plus beau casting. Alors, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est juste que je me suis dit à quel point l'impact d'une culture pouvait changer la donne. Quand j'ai vécu au Brésil, j'avais fait un casting pour un job qui était une grande campagne pour El Dia de los Enamorados. Et du coup, j'étais le numéro 246. J'étais la dernière à passer. Une attente monstrueuse aussi. Je ne sais pas si vous entendez. Un casting et tu es le numéro 246. 246. C'est vache, hein? Oui, c'était énorme. Et du coup, j'arrive, on fait 2-3 photos et ils s'arrêtent comme ça, ils me disent ah, tu es française, on adore, c'est bon, on la prend. Et en fait, juste parce que j'ai changé sur la France, ils étaient contents d'entendre mon accent français en anglais et du coup, ça a suffi et je me suis dit waouh, bon ça fait du bien quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas et que déjà, voilà, premier est caché dans la poche. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez magique à ce moment-là. Tu nous racontais avoir travaillé au Brésil, en Israël et dans plein d'autres pays. Il faudra faire du montage, hein, pardon. C'est bientôt la fin. Tu nous racontais avoir vécu en Israël, au Brésil et dans plein d'autres pays. Quel est le pays qui t'a le plus impacté, où tu as trouvé cet humanisme qui te correspond bien, parce que tu es une humaniste? Où est-ce que tu as trouvé cet écho? Alors je dirais que ceux qui ont vraiment ouvert leurs portes avec une grande générosité, c'était en Israël. Parce que du coup je vivais dans une maison, dans une colocation avec des Israéliens. Et en fait, ils m'ont vraiment inclus dans leur vie de tous les jours. Ils m'ont emmenée au festival, ils m'ont emmenée vraiment partout. Ils m'ont vraiment fait découvrir leur pays, Tel Aviv tel que c'était. Et même au niveau de la religion, en fait, pareil. J'ai pris du coup connaissance de ce que c'était Shabbat et tout ça. Je respectais aussi leur sans être juive. Non, du tout, oui. Et du coup, ça m'avait touchée, en fait, d'être vraiment impliquée pleinement avec eux, dans leur culture et dans leur religion. Jade Pasquier, on pourrait rester des heures à t'écouter parler de ce que c'est que conscientiser l'amour de soi, le corps et l'acceptation de soi. Merci pour ce délicieux moment. On te retrouve sur Instagram, on te retrouve en tant que thérapeute, on te retrouve en tant que mannequin, comédienne. Merci pour ce délicieux moment et à très bientôt. Merci beaucoup.
the level